une réputation mondiale. Alors, quels sont les problèmes à résoudre aujourd'hui de votre point de vue? Quelles sont les leçons à tirer de vos expériences? Quelque chose qui me frappe assez en France, c'est le système est très compliqué. Fred Fariana, je pense qu'on a quelques invités et pour en avoir l'expérience, je pense qu'il faut les laisser s'exprimer. On va prendre quelques minutes. Messieurs, gentlemen, Frédéric, Christopher, Olivier, Guy, Jean-Luc, Arnaud, Jean-Michel, la Barbe acclame ce panel viril et exemplaire. Je, tu, il, nous, vous, il, on apprend très tôt. C'est la grammaire de base. Et aborder la question cruciale de l'innovation ne doit pas dévoyer les fondamentaux. Inspirez-nous, messieurs, galvanisez-nous. Et surtout, veillez à conserver la conjugaison de la mâle université avec la virile entreprise. La science et l'intelligence sont indiscutablement affaires d'hommes blancs, mûrs et bien faits. Le programme de ces rencontres vous rend un hommage juste et mérité. Hier, lors de la réflexion sur les évolutions de l'enseignement supérieur et de la recherche, 6 hommes sur 7 tribuns sont venus discourir de décloisonnement. Le débat sur l'attractivité des campus et les services aux étudiants s'est lui aussi déroulé dans un magnifique entre-soi. Cet après-midi, une quasi-unanimité d'experts mâles viendra montrer à l'université la voie vers l'Europe. La Barbe tient aussi à saluer le jury du prix MIT Technology Review, innovateur moins de 35 ans en France, qui, en sélectionnant 10 lauréats hommes, s'est assuré que le prix serait remis à un homme. L'université forgeait hier les puissants de demain. Si elle a perdu de sa prestance en acceptant n'importe quoi sur ses bancs, elle est encore l'alma mater, la mère nourricière de futurs présidents, dont ceux des universités. De même, l'entreprise reste la chasse gardée des ambitions viriles. Le poil protège l'organe de la parole. Le poil étoffe la transmission des savoirs. Le poil constitue l'entresoyeux attribut du pouvoir. Gloire à la barbe. La barbe. La barbe. Donc effectivement, on a entendu vos arguments. Je rappellerai juste que dans ces journées, nous avons accueilli une ministre, une présidente du MEDEF et que l'organisation de ces journées, c'est une entreprise dont la directrice générale est une femme. Voilà. Jean-Michel. Non, mais c'était juste pour apporter effectivement quelques éléments. Jean-Michel. Non, j'ajouterais simplement qu'en tant qu'organisateur de débat, c'est une préoccupation constante que nous avons, mais nous ne pouvons pas inventer, nous, les plafonds et débloquer les plafonds de verre qui existent dans les établissements. Donc j'acquiesce beaucoup à vos arguments, c'est une préoccupation essentielle. D'ailleurs, hier, contrairement à ce que vous disiez, il y avait Simone Monafou, directrice générale pour l'enseignement supérieur. C'est pas nous qui l'avons nommée, évidemment, et nous sommes empressés de la faire venir. La ministre, la présidente du MEDEF. Et cet après-midi, dans le débat, vous vous trompez, il y aura plus de femmes que vous ne croyez, mais je suis conscient du problème que cela représente. Et c'est vrai que pour nous ramener au débat sur la valorisation de la recherche et de l'innovation, qui nous ramène en particulier au problème des sciences dures, non seulement en France, mais à l'échelle mondiale, où les femmes n'accèdent pas de la même manière que les hommes, non seulement aux études scientifiques, mais par exemple aux fonctions de professeurs des universités ou de directrices de recherche au CNRS ou à l'INSERM, ou directrices d'unités de recherche. Il y a des études qui ont été produites notamment par l'Observatoire des métiers du CNRS là-dessus. Donc nous sommes d'un certain point de vue la photographie probablement malheureuse de cette situation, mais que nous n'avons pas créée. Voilà. Bravo pour votre merci. Merci. Nous jugerons l'an prochain. Votre contribution nous aiguillonnera et continuera à nous aiguillonner. Donc nous jugerons l'an prochain sur ce débat, sur ces débats. Christopher Nobel.
sur le MIT. Eh bien, d'abord, merci pour votre participation. Je trouve ça en fait assez stimulant parce que vous soulevez un sujet qui nous tient tous à cœur. Je vous inviterai peut-être à venir visiter MIT où on parle beaucoup de ce problème. On est très engagé là-dedans. Un de nos objectifs, et rappelez-vous, on est d'une université de sciences dures qui, historiquement, n'a pas attiré et admis assez de femmes. Un des objectifs qu'on s'est donné, c'est d'admettre 50% de femmes comme étudiants à MIT. On n'est pas aux 50%, mais on est à plus de 40% déjà pour la promotion de 2013. On a à peu près 25% de nos professeurs sont des femmes. Et aussi, là, on veut arriver à la parité. Donc c'est un procédé qui prend longtemps, mais auquel on est sensible. 25%, c'est un peu trop quand même. 25% de femmes? Oui, c'est trop. C'est ironique, monsieur Labon. Là, je ne prends pas l'amorce. On peut peut-être reprendre le deuxième. Frédéric Farina, justement, puisqu'on attendait votre point de vue. Je précise un petit truc. Dans mon bureau, on est 14 dans mon équipe et il y a 3 mâles poilus. Et d'ailleurs, j'ai du mal à trouver des personnes de sexe masculin qualifiées parce que c'est un peu, il n'y a que des femmes dans mon bureau. Donc j'aime bien l'équilibre. Et voilà. Donc. J'ajoute pour contribuer qu'à AEF, la rédaction d'AEF sur l'enseignement supérieur et la recherche est essentiellement féminine. D'ailleurs, il y a sa rédactrice en chef, Anaïs Gérard, et la responsable du salon, qui est Karine Jacob, a une équipe quasiment entièrement féminine, et ce sont eux qui ont construit ce salon de A à Z. Donc, voilà. C'était une précision aussi importante. Je voulais dire au départ, c'est que le système français, en général, de la recherche est assez compliqué. Et je pense aux unités mixtes, des organismes comme l'INSERM, comme le CNRS qui travaillent à l'université. Et ça crée des problèmes de savoir qui exploite les résultats de la recherche. Et donc, les complications, d'ailleurs j'ai eu des discussions hier avec un président d'université qui disait qu'il y avait des problèmes là-dessus très importants. Donc ça, c'est une des premières observations que je vais faire sur le système français. Et aux États-Unis, il y a une loi qui est passée en 1980, le Bayh-Dole Act, qui a codifié tous ces problèmes. Et donc, il a dit que les résultats de la recherche financés par le gouvernement seraient valorisés et seraient la propriété des universités qui reçoivent le financement. Donc, c'est clair. Donc, elles peuvent avoir la mission maintenant de valoriser. Ça fait 30 ans que ça existe. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment changer. Donc, du point de vue des SAT, c'est un progrès dans le bon sens. Ce qui est difficile aux États-Unis comme ailleurs, c'est les fonds d'amorçage. On a des idées intéressantes qui viennent de la recherche, mais comment on établit des fonds de maturation, on construit des prototypes pour après attirer des financements de l'extérieur. Ça, c'est un sujet important aux États-Unis aussi. Vous connaissez tous la vallée de la mort. Il y a beaucoup de technologies qui meurent au départ. Donc ça, c'est un sujet important. Du point de vue des late stage, j'ai un commentaire. Je suis un peu plus sceptique là-dessus parce que on a tendance en Europe à essayer de pousser un peu les startups des universités et de la recherche. Et alors que les États-Unis, c'est vraiment un système capitaliste, loi de la jungle, où c'est le market pool, ça vient de l'extérieur. Donc il faut qu'il y ait des demandes extérieures et pour que vraiment les technologies soient... Donc les bonnes technologies qui méritent d'être financées, en général, n'ont pas trop de problèmes à se financer. Donc il faut un peu faire la part des choses dans ce domaine. Qu'est-ce que vous voulez dire, Frédéric Farina? C'est qu'il y a dans le système américain une sorte de sélection naturelle plus forte, c'est-à-dire que les investissements se porteront vers des technologies dont les succès, enfin plus appliquées, dont le succès